Bonjour chers auditeurs et panélistes. Nous sommes aujourd'hui réunis à l'initiative de BIM Africa qui est un organisme à but non lucratif dont la principale mission est de promouvoir le BIM en Afrique. Nous allons aujourd'hui aborder un sujet qui met une fois de plus en exergue les opportunités, les contraintes et également les expériences de déploiement du BIM dans les pays africains. Euh, Pour ceux qui le découvrent, le BIM est une méthode de travail collaboratif autour d'une maquette numérique 3D intelligente, facilitant ainsi les échanges entre les différents intervenants dans le cadre d'un projet de construction. Notre thème d'aujourd'hui s'articule justement autour de l'aspect collaboratif prôné par le BIM. Je suis Diane Thier, je suis ingénieure BTP et référente sur des problématiques BIM en projet d'infrastructure ferroviaire. Pour nous éclairer davantage sur cette thématique, nous sommes en compagnie de plusieurs professionnels du domaine à qui je laisse maintenant la parole pour une série de présentations. Nabil, si vous voulez, nous allons commencer par vous. Pourriez-vous nous dire très rapidement, enfin, nous en dire un peu plus sur vous très rapidement? Bien sûr, merci. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Oui, Ok. Alors, je suis Nabil Nouga. En effet, je travaille pour Autodesk depuis 2011 et je suis technicien spécialiste AEC pour toute la partie AEC des produits Autodesk. Et j'accompagne beaucoup de nos clients dans leur transformation digitale en utilisant bien sûr nos outils. Et je suis basé à Dubaï, donc je couvre le Moyen-Orient et aussi l'Afrique du Nord et l'Afrique francophone. Et comme je l'ai dit, je suis avec Autodesk depuis 2011, mais avant cela, j'ai travaillé à peu près 11 ans dans différentes entreprises dans l'ingénierie, en tant que superintendant, par exemple, dans l'oil and gas, ou BIM controller ou BIM manager plutôt dans l'industrie du traitement d'eau. Et j'ai travaillé aussi au CERN à Genève pour la finition du LHC, entre autres. Donc voilà, c'est moi très rapidement en 2 minutes. d'accord. Navia, pourriez-vous poursuivre, s'il vous plaît? Euh, on ne vous entend pas malheureusement. Est-ce que vous pourriez juste... Oui, tout Voilà. à fait, j'avais coupé mon micro. Donc, merci pour cette invitation de BIM Arabi Africa. Merci Diane d'animer ce panel-là. Je suis très heureuse de faire partie de cette aventure parce qu'effectivement, c'est nous tous, entre Africains, que nous pouvons nous en sortir et encourager le BIM en Afrique. Donc, je suis Dabiya Mdahi, je suis architecte, BIM manager, chef de projet en documentation 3D. Je suis diplômée de l'école d'Alger en 1993, ce qui ne me rajeunit pas tant que ça. Je suis dans les nouvelles technologies appliquées au secteur de l'AEC depuis 1997, puisque déjà à l'époque, pour passer du rapido à la CAO, il fallait faire un premier pas vers cette technologie. Et progressivement, donc, j'ai traversé, on va dire, les paliers successifs de ces évolutions et de ces mutations. Donc, le virage du BIM a été pris par moi, mais également par les structures auxquelles j'ai appartenu et que je continue à appartenir à partir de 2012. Et aujourd'hui, avec une double casquette sur deux entités, puisque je suis franco-algérienne, et c'est cette double casquette donc me permet d'avoir l'occasion de travailler avec des maîtres d'ouvrage ou des maîtres d'œuvre ou des entreprises de réalisation qui pratiquent le BIM à des échelles différentes, avec des exigences différentes et avec des projets ou des actifs différents. J'ai aussi bien participé à des opérations d'exé qu'à des opérations d'exploitation maintenance, voire de scan to be. D'accord. En Algérie, en 2012, nous avons créé une structure, donc IPFIG Innovation Technologique, qui assure de la formation et qui comment dire, prêche pour l'utilisation des innovations technologiques dans le secteur de l'AEC. Parfait. Nous en saurons un peu plus tout à l'heure. Euh,
Kamal, pourriez-vous terminer cette série de présentations, s'il vous plaît? Bonjour à tous, je suis très ravi d'être parmi vous et je te rassure tout de suite, Derbia, je vais te rajeunir, je suis plus ancien que toi, je suis diplômé en 1991 du Conservatoire national des arts et métiers de Paris, où j'ai fait mes études pendant 5 ans, donc et effectivement, comme toi, ou peut-être un peu plus que toi, je suis passé par toutes les étapes, de la table de dessin Le euh, rappeler. à l'édition des calques par traceur et ensuite on terminait sur les calques le dessin jusqu'à un petit peu l'échange des fichiers numériques à travers des outils CAD. Et bien sûr, depuis un certain nombre d'années, nous avons initié cette démarche d'intégration du BIM avec un niveau de maturité qui reste quand même assez élevé puisque le BIM ne fait que ses premiers pas en Afrique en général et au Maroc en particulier. Je suis depuis 1999 le directeur général d'une structure qui s'appelle Etafat, qui est un bureau d'études d'ingénierie où nous avons 4 business units, dont 3 sont en interaction directe avec le BIM. D'abord en amont, puisque la première business unit fait du scan to BIM. La deuxième unité, elle est dans l'ingénierie de l'infrastructure à l'échelle urbaine. Et la troisième, c'est les systèmes d'information géographique qui aujourd'hui vont vers une convergence avec le BIM à l'échelle de la ville. Nous avons initié un premier projet urbain au Maroc en 2015 sur l'aménagement d'un nouveau quartier où nous avons intégré un processus BIM avec un certain nombre d'intervenants, le maître d'ouvrage, l'entreprise et l'ingénierie. Voilà, donc je suis très content et très heureux de participer avec vous et de partager effectivement avec vous un peu de mes connaissances et un peu de mon expérience. En toute humilité, bien sûr. Merci à vous. Parfait, plaisir partagé. Nous allons très vite rentrer dans le vif du sujet. Dabia, je vais vous demander de nous expliquer en quoi consiste le processus collaboratif dans le contexte du BIM, parce que c'est deux notions qui sont très souvent associées, BIM et collaboration. Je dirais que le BIM est éminemment un processus collaboratif parce que, enfin, déjà, personne ne réalise un ouvrage ou n'aboutit à un actif tout seul. Donc, c'est toujours une association d'acteurs allant de la maîtrise d'ouvrage jusqu'à l'entreprise qui réalise et celui qui exploite l'actif en passant par la maîtrise d'œuvre. Donc, on a toujours construit de manière collaborative. Le BIM a cette particularité de pousser ces différents acteurs à raisonner aussi en base de données graphiques et sémantiques, c'est-à-dire que quand on livre un ouvrage, on livre une base de données, d'informations qui couvre tout le cycle de vie du projet, tant qu'on est en programmation, études et réalisation, et de l'actif à partir du moment qu'il est livré. Et ce qui est important, c'est vraiment ce flux de données qui circule de la programmation jusqu'à la démolition ou la déconstruction. Et de ce fait-là, on a, on va dire, trois compartiments qui sont importants, à savoir la partie désignante, donc c'est les propriétaires ou les maîtres d'ouvrage, la partie désignée, qui est composée au moins de la maîtrise d'œuvre et des entreprises de réalisation. Et puis la troisième brique, ce n'est pas des moindres, c'est les livrables, dans un premier temps qui sont associés au projet, selon les différentes phases, et in fine, les livrables qui doivent accompagner l'actif pour l'exploitation. Donc, on va dire qu'on est tous engagés, quel que soit le rôle, quel que soit l'acteur que nous sommes dans ce processus d'étude et de réalisation, on est amené à recevoir de l'information, à fabriquer de l'information et à restituer de l'information. Donc, si mieux on collabore, meilleur sera le résultat. Voilà. D'accord. Je pense que c'est très clair pour nous. Déjà, est-ce que, M. Kamal, pourriez-vous nous dire, selon vous, ce qui a suscité ce besoin de collaboration justement entre les parties désignantes et désignées, telles que présentées tout à l'heure par Dabia?
pour ne pas susciter de… Alors, il faut d'abord revenir à l'origine de notre écosystème. Notre écosystème est un écosystème collaboratif, d'origine indépendamment de l'aspect numérique, donc à travers l'échange de données, de documents, souvent semés d'embûches par des problèmes de version, d'interopérabilité et donc de préservation de l'information. Et aujourd'hui, dans notre industrie de l'AEC, les acteurs sont tous concernés par la transition numérique qui va être accélérée par cette pandémie que nous vivons aujourd'hui. Et l'ensemble cherche à améliorer donc le partage d'informations et de données. Et le BIM, en conséquence, offre cette possibilité de créer une synergie de compétences entre les architectes, les ingénieurs, les professionnels de cet écosystème, en leur donnant je dirais une possibilité de travailler autour d'une maquette numérique 3D, associée bien sûr à une base de données qui comprend l'ensemble des informations techniques liées à la composante. Donc, le BIM est en fait un moyen qui va permettre d'améliorer en fait nos échanges, c'est tout simplement ça, et par conséquent la qualité de ce qui va être conçu, construit, réhabilité ou bien géré à terme. Donc, c'est cette valeur ajoutée-là qui va venir nous inciter à nous inscrire dans cette démarche. D'accord. Monsieur Nabil, est-ce que vous trouveriez d'autres motivations à ce processus, justement? Alors, je suis tout à fait en accord avec Kamel sur ce qu'il a évoqué. Et je parlerai d'une manière générale le besoin de collaboration entre différentes parties prenantes d'un projet, que ce soit AEC ou n'importe quel type de projet ou d'entreprise, a toujours existé. Donc, à partir du moment où on fabrique quelque chose, où on entreprend une construction ou autre, la collaboration a toujours été clé. Et aujourd'hui, avec l'avènement du BIM et l'adoption du BIM à tous les niveaux du BIM qu'on peut voir, que ce soit en Afrique ou ailleurs, ce besoin de collaboration augmente. Augmente bien sûr pour être plus efficace à des phases conceptuelles et pour pouvoir prédire à l'avance beaucoup de dimensions, que ce soit en termes de coûts, en termes de facilité de fabrication, en termes d'optimisation des équipes qui travaillent ensemble. Et tout ceci n'est possible qu'avec une collaboration qui est maintenant améliorée à travers des outils disponibles sur le marché. Voilà, en quelques mots. Et aujourd'hui, déjà, on peut noter que quand on parle, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, quand on parle de collaboration dans le BIM, il ne s'agit pas que de partage de données, mais c'est aussi un partage de compétences. Et on pourrait être emmené à se demander, en fait, jusqu'où s'étend cette collaboration, qu'est-ce qu'on peut partager et qu'est-ce qu'il ne faut peut-être pas aller jusqu'à partager. Je laisse M. Kamal nous en dire un peu plus. Ouais, en fait, comme mes collègues l'ont dit, le BIM est un processus de création de valeur, donc par la collaboration, tout au long du cycle de vie de l'ouvrage. Et cette collaboration va concerner les différentes phases de réalisation du projet. Elle concernera tous les contributeurs, que ce soit en interne. D'abord, il faut insister là-dessus parce que même en interne, il y a une collaboration entre différents intervenants. Nous le constatons bien, puisqu'à travers nos différentes BU, nous avons et nous travaillons de façon interactive entre différentes BU. Donc, cette collaboration démarre déjà en interne. Ensuite, au sein de l'équipe projet externe qui va dépendre de différents acteurs métiers. Et aujourd'hui, dans l'environnement BIM, le contenu à partager concernera d'abord les informations structurées et qui doivent être compréhensibles, pertinentes. Mais ce que nous ne partagerons pas réellement, c'est d'abord notre processus. Parce que chacun va développer un processus optimisé qui va répondre à ses besoins, à sa façon de faire, à sa façon de travailler. Et ensuite, bien sûr, il ne s'agira pas de partager des étapes intermédiaires. En phase étude, on passe souvent par des étapes intermédiaires de production d'une information, d'un document, d'un plan qui ne seront pas effectivement partageables. On partagera effectivement le résultat, le fruit final qui, lui, doit être en interaction avec les autres métiers. D'accord. Dabia, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter?
pour aller dans le sens de Kamel, c'est qu'il y a le statut de la donnée. Effectivement, on ne partage pas nos process. Ça, c'est notre propre expertise et c'est ce qui nous définit. En revanche, ce qui est partagé, c'est la donnée. Et justement, la donnée, selon la norme qui régit le management de l'information, a 4 statuts. Le premier, c'est celui du work in progress, donc pendant que nous produisons. Ça, c'est strictement interne. Ensuite, nous avons un deuxième statut, c'est celui de l'édition, c'est-à-dire nous allons vers les autres acteurs qui sont impliqués dans la production de l'information du projet avec nous. Ensuite, on a le troisième statut, c'est celui de la publication, et donc on revient vers le désignant, donc vers le donneur d'ordre avec qui nous partageons un certain nombre de choses pour qu'il évalue la qualité et qu'il valide. Et enfin, il y a un dernier statut, c'est celui de l'archivage, qui est au niveau du propriétaire ou du maître d'ouvrage, où il s'agit de passer du statut projet, donc puisque projet réalisé, au statut d'actif. Et là, c'est un autre cycle d'information statique et dynamique qui entre en jeu, puisque nous sommes en phase exploitation-maintenance avant d'arriver à la phase des constructions ou démolitions. Pour rester dans l'esprit des normes qui interviennent dans le processus de la construction, en réalité, c'est un phénomène de poupée russe, puisque vous avez la norme ISO 9001 qui régit le management des organisations, vous avez les normes 55 000 et 21 500 qui régissent le management des projets et des actifs, et enfin, vous avez la norme 19 650 dans sa version 2018 qui régit le management de l'information. Et au fait, nos enjeux et nos impératifs diffèrent selon que nous soyons dans la partie désignante ou dans la partie désignée, mais en réalité, nous fabriquons de façon perpétuelle de l'information et nous sommes redevables d'un certain nombre d'informations puisque nous saisissons des données d'entrée qui émanent du donneur d'ordre, que nous transformons et que nous restituons selon les exigences auxquelles nous sommes soumis. Parce que c'est toujours un jeu d'exigences et de besoins exprimé par le donneur d'ordre. Après, on dit comment on procède et on restitue des livrables avec un respect total et intègre de ce qui est exigé. D'accord. Et comment ces normes et principes justement de collaboration s'appliquent aux différents niveaux de maturité du BIM? Parce qu'on le sait, le BIM possède différents niveaux. Justement, il y en a qui sont pour l'instant au stade BIM 1, comme on l'appelle couramment, où où il y a très peu de collaboration, on va dire, entre les différents acteurs. Et on pourrait se demander en fait comment ces principes de collaboration-là sont appliqués pour chacun de ces niveaux de maturité, justement. Alors effectivement, plusieurs BIM, parce que le BIM d'une maîtrise d'œuvre n'est pas le BIM d'une entreprise de réalisation, n'est pas le BIM d'un bureau de contrôle, par exemple. En revanche, nous sommes tous engagés dans ce processus d'échange et de fabrication d'informations. Et donc, je dirais que si on est tous d'accord que le BIM apporte de la valeur ajoutée, il faut qu'on dise aussi, et de façon tout à fait sereine, qu'il n'apporterait cette valeur ajoutée qu'à condition que les exigences et les besoins soient clairement définis, que ce que nous allons faire et comment nous allons le faire est clairement défini, ce qui permet une restitution et un contrôle des livrables tout à fait possible. Quant aux 3 niveaux du BIM, l'isolé, le collaboratif et le full BIM, cela dépend, il y a, si vous voulez, les moyens strictement techniques par rapport à la maquette numérique, au format natif et au format IFC qui est le format d'échange standard. Mais il y a aussi qui veut jouer le jeu. La notion de première cordée, elle est très importante. Il y a environ une dizaine d'années, quand le BIM a commencé à émerger, il est clair qu'il émanait principalement des maîtrises d'œuvre. Après, selon les pays et selon les rôles que jouent ces maîtrises d'œuvre, progressivement, il a été saisi par des entreprises de réalisation
Hein, les majors, hein, si je prends l'exemple de la France, c'est Bouygues qui a été le premier grand start-upper du BIM, le pas a tout de suite été emboîté par Vinci et Eiffage, mais aussi comment on peut aller vers les maîtres d'ouvrage, donc vers les propriétaires, vers les owners, parce que ce sont les grands bénéficiaires du BIM. Je vais donner juste un exemple tout récent. Il y a eu les BIM d'or qui ont été dont la cérémonie a eu lieu pas plus tard que lundi 21. Et le lauréat, c'est dans le lauréat, donc celui qui a décroché le BIM d'or, c'est vraiment comment dire, c'est un projet, c'est un groupe scolaire initié par la ville de Toulouse. Et la ville de Toulouse a joué le rôle de première de cordée, puisque elle a encouragé tous les acteurs à faire du BIM. Et je dirais que sur le plan financier, pour qu'il y ait de l'encouragement, c'est que dès le début, il y a une tranche de 30% qui a été versée aux différents acteurs pour qu'ils se forment et pour qu'ils se mettent tous plus ou moins à un niveau de maturité acceptable pour réaliser ce projet. Mais je vous raconte ça en 2020, alors qu'en 2014, le premier BIM d'or a été attribué à un centre aquatique réalisé par Emmanuel Coste, et que le BIM n'était même pas demandé par le maître d'ouvrage, mais que la réalisation ensuite s'est faite en partenariat avec Bouygues, le maître d'ouvrage, et le maître d'œuvre qui était l'architecte Emmanuel Coste. Donc c'est là aussi la maturité. Elle n'est pas uniquement technique et technologique, elle est aussi philosophique et, je dirais, politique, hein, puisqu'après, vous avez des pays qui mettent des stratégies. Voilà, donc on gagnerait tous à faire du BIM, mais nous continuons à jouer nos rôles avec cet avantage. Je ne sais pas si j'ai été claire. Oui, pour moi, oui. J'espère que pour les autres également. Mais tout à l'heure, vous disiez effectivement qu'il fallait que les exigences et les besoins soient définis dès le départ, justement, pour favoriser ce principe de collaboration dans le BIM. Et ce que je voudrais demander à M. Nabil très rapidement, quels sont aujourd'hui les outils qui sont mis à la disposition des acteurs de l'industrie de l'AEC pour satisfaire ces exigences et besoins de collaboration dans le BIM? Oui, très bonne question. Alors, les outils collaboratifs qui sont aujourd'hui disponibles dans l'ingénierie, je peux parler des outils d'Autodesk, bien sûr, aujourd'hui représentant la société, bien sûr. On a différents niveaux de collaboration. Déjà, on a différentes possibilités de commencer et d'initier la collaboration. Donc, on a des outils plutôt traditionnels qui sont déjà BIM. Donc, quand on prend par exemple Revit, qui est un logiciel qui permet de travailler directement en BIM, parce que c'est une base de données en elle-même. Tous les outils sont, toutes les librairies de famille et le contenu, voire l'administration du projet sont paramétriques. Et depuis Revit, depuis pas mal de releases de Revit, on a la possibilité de collaborer. Donc on peut avoir différents corps d'état qui travaillent ensemble sur un fichier central Revit qui sera synchronisé via une solution de collaboration qui est toujours disponible, mais qui nécessitait une installation sur serveur qui était le Revit Server. Donc avec le Revit Server, on a la possibilité de collaborer avec toutes les limitations qui viennent avec une solution serveur. Donc on pouvait collaborer d'une certaine manière avec Revit. Ensuite, on est passé sur une solution cloud avec des fonctionnalités propres à chaque corps de métier et chaque phase de projet. Et là, je citerai BIM 360 qui permet notamment le module design de BIM 360 qui permet en temps réel d'échanger des itérations de projet et d'avancer en étant géographiquement dispersé et en dématérialisant d'une certaine manière l'infrastructure IT d'une entreprise parce qu'on n'a plus besoin de serveurs
Il nous faut une solution, il nous faut simplement une connexion Internet et puis des utilisateurs connectés sur Revit. Donc voilà, pour en mentionner que deux, donc Revit d'une manière traditionnelle sur Revit Server et puis la plateforme BIM 360 qui évolue au cours des années. D'accord. Donc, à l'heure actuelle, on peut retenir qu'il y a essentiellement des logiciels de conception qui permettent de faire la collaboration, mais également des plateformes collaboratives pour les échanges de données, on va dire, en temps réel. Est-ce que, Dabia, vous Euh, auriez d'autres outils à oui, en fait, venir en aide? il est vrai que le processus de conception, il se compose de plusieurs étapes, puisqu'il y a ceux qui sont, comment dire, responsables de ce qu'ils font, d'autres qui sont simplement contrôleurs, d'autres qui sont informés. Donc, selon ce statut-là, effectivement, en plus des outils cités par Nabil, on peut imaginer d'autres outils qui, eux, permettent d'avoir comment dire, de la détection de clash, donc la détection de conflits. On peut avoir aussi des outils qui permettent de visualiser et d'annoter. Alors, je reviens au statut de la donnée que je disais tout à l'heure, c'est que selon notre rôle, selon notre responsabilité dans le processus, selon la phase dans laquelle nous nous trouvons, effectivement, je peux être amené à modéliser, je peux être amené à agréger plusieurs maquettes, je peux être amené à contrôler des maquettes livrées, je peux être amené à conseiller un désignant dans les outils qu'il devrait avoir pour non pas fabriquer des maquettes ou suivre un flux de données, mais pour contrôler ce qu'on lui dit. Donc, en fait, il n'y a pas, quand on parle d'environnement commun de données, ce qu'il faut savoir et avoir à l'esprit, c'est qu'on n'a pas un outil qui fait tout, mais on a un ensemble de briques qui permettent justement d'assurer cet environnement commun de données, allant de la simple GED, donc gestion électronique de documents qui est statique, à une GED projet, en passant par des outils de détection et de qualification. Et pour aller au-delà d'Autodesk, parce que même si PFIG est partenaire d'Autodesk, ce qui est important dans cette interopérabilité qui est le nerf de guerre du processus BIM, c'est que quel que soit le format natif de la maquette, nous avons un format standard, c'est celui de l'IFC, qui permet donc d'assurer l'interopérabilité. On a l'IFC 2.3 et l'IFC 4 qui est orienté bâtiment, et aujourd'hui on va aller vers l'IFC 5 qui atteint l'échelle infrastructure pour passer du BIM vers le SIM et le TIM, donc aller vers la city et vers le territoire. La deuxième chose, comme on est justement dans des échanges de collaboration pour la fabrication et la réalisation, on a le format d'échange, le fameux BCF, hein, donc BIM Collaboration Format. Là encore, ça dépasse les logiciels et les solutions d'éditeurs qui sont, elles, au format natif. Donc, quel que soit en réalité aujourd'hui les outils qui sont utilisés par les uns et les autres, le vrai enjeu, la vraie stratégie, elle est dans cette interopérabilité qui, d'un point de vue format maquette, se joue en IFC et format échange se joue en BCF. D'accord. Donc, le principal, justement, pour ces outils mis à disposition de la collaboration dans le BIM, c'est de pouvoir permettre des échanges dans des formats standards, dans l'IFC, et de la communication avec des formats tels que le BCF. Et pour en revenir aux plateformes collaboratives présentées tout à l'heure par Nabil, est-ce que vous pourriez nous dire aujourd'hui ce que permettent de faire concrètement ces plateformes mises à disposition des professionnels du domaine? Oui, bien sûr. Alors, ces plateformes, elles sont adaptées à chaque besoin, à chaque moment spécifique du projet. Donc, il y a certains modules, pour parler de BIM 360, il y a certains modules qui permettront de faire des itérations préliminaires, pouvoir échanger des petites informations et pouvoir, comment dire, passer des messages d'une manière automatique. C'est BIM 360 Docs qui est un petit peu le Dropbox pour l'ingénierie, où on a la possibilité de voir aussi le modèle via un viewer dans Docs.
pour passer très rapidement les features de Docs. Après, on a design qui permet bien sûr de collaborer. Donc, quand on dit design, c'est design collaboration. Et là, on va pouvoir, d'une manière plus détaillée, consommer le travail des autres. C'est-à-dire quand on a différentes équipes qui travaillent en même temps, une équipe, par exemple, structure, une équipe architecture, une équipe qui travaille plutôt sur la ventilation, sur les gaines de ventilation ou autre, ou plutôt le second œuvre d'un bâtiment, toutes ces équipes vont pouvoir coordonner leur travail d'une manière simultanée et récupérer des paquets de design et d'avancement de projet. Donc ça, c'est pour la partie collaboration. Donc, ceux-ci sont deux prérequis, bien sûr, pour toute société qui aimerait collaborer via BIM 360. Donc, Docs et Design sont très importants à maîtriser. Et voilà, d'une manière très rapide, je vous ai détaillé quelques petites fonctionnalités. Mais il y en a bien d'autres. Oui, en fait, oui, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en termes d'outils, on peut citer Mesoteam Oui. 06, on peut citer BIM Synchrone, le scandinave, on peut citer Croquis, qui est mis à disposition par l'État français pour l'ensemble des acteurs qui souhaitent avoir un environnement commun de données. Mais le plus important, c'est, on revient à, je crée de l'information, je l'édite seule ou avec les acteurs qui sont impliqués dans le projet. Je la communique en la publiant pour le donneur d'ordre et ensuite, une fois que sa qualité et son intégrité ont été vérifiées et confirmées, elle est archivée par celui-là. Donc, en fait, c'est comme un processus de modélisation. On crée, on modifie, on édite, on visualise ou on imprime et puis on archive. C'est donc les différentes fonctionnalités. Encore une fois, il n'y a pas, à ma connaissance, un seul outil qui fait tout pour tous les statuts, pour tous les acteurs. En revanche, tous les outils qui existent aujourd'hui essayent d'améliorer leur potentielle interopérabilité avec les différents acteurs. Les progrès, ils sont à faire à ce niveau-là, en plus des progrès qui se font de manière intrinsèque par rapport aux fonctionnalités de modélisation ou autre. Parfait. Monsieur Kamal, Dabia disait tout à l'heure que les outils de modélisation étaient multiples. Ils sont effectivement à choisir et à adapter au processus interne de chaque entreprise, parce qu'au final, l'important, c'est vraiment de pouvoir échanger la donnée et pouvoir la visualiser, l'améliorer, la publier et l'archiver correctement pour avoir une traçabilité de tout ce qu'on fait dans le processus de conception ou de mise en place d'un projet. Je voudrais juste que vous nous disiez, selon vous, comment faire le choix efficace d'une plateforme collaborative, par exemple, ou d'un outil quelconque de collaboration dans le BIM. Quels sont les principaux points à prendre en compte pour faire ce choix? Alors, je vais dire quelque chose qui ne va pas très bien plaire à tout le monde, c'est que on arrive à être dans une certaine indépendance par rapport aux éditeurs de logiciels pour pouvoir faire son choix. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, le monde du BIM est aujourd'hui, Davia l'a bien dit, les premiers initiateurs ont été les grands groupes tels que Bouygues, les éditeurs de logiciels comme Autodesk, mais quelque part, il va falloir qu'on se crée notre indépendance pour ne pas être manipulé et pour pouvoir tracer sa voie en toute indépendance. On est convaincu que le BIM est une nécessité, est un processus nécessaire. Mais à partir de là, il va falloir qu'il y ait une communauté qui se crée, qui va permettre d'abord de partager de l'information, partager un retour d'expérience pour pouvoir se frayer. Parce que là, on est en train de parler de BIM en Afrique. À partir de là, il faut que réellement qu'on ait de la formation et qu'on ait une indépendance. Aujourd'hui, malheureusement, toutes les masters, les formations qui sont en train de se créent à l'initiative d'éditeurs, de fournisseurs de matériel et qui font que nous n'arrivons pas à nous créer cette indépendance-là. Alors, bien sûr, toute personne qui va rechercher un outil de collaboration, au-delà d'un simple espace de stockage, va d'abord
se concentrer sur, bien sûr, des aspects d'interface facile, intuitive. Il va bien sûr se concentrer sur un aspect important qui est la confidentialité et la sécurité de la donnée. Et enfin, il va se concentrer sur les fonctionnalités qui vont permettre un travail collaboratif, à savoir visualiser sa maquette numérique, gérer la traçabilité et l'historicité des modifications, gérer les droits d'accès et aussi une capacité à superposer de l'information ou des maquettes provenant de différents acteurs pour détecter des clashs ou en termes de superposition. Mais aussi, nous devons nous poser des questions essentielles. Quelle est la plateforme qui va m'assurer une amélioration de ma productivité en termes de coût et de qualité? Est-ce qu'il va falloir aujourd'hui se tourner vers un seul éditeur ou faire jouer un peu la concurrence en termes de production des différents logiciels? Ou bien est-ce qu'il va falloir se tourner vers une suite de logiciels comme le fait Autodesk, ou bien se tourner vers des logiciels experts où on va essayer de puiser dans différentes briques? Et bien sûr, il y a l'aspect financier, dernier aspect intéressant qui va permettre de voir est-ce qu'on va se positionner en termes d'abonnement ou d'achat de logiciels. Si je peux me permettre de relever, Kamel, par rapport au master, alors il y a probablement des masters qui sont très rapidement, allez-y. Encouragés par les éditeurs, mais moi personnellement j'ai eu l'occasion de suivre le master BIM qui couvre les bâtiments et l'infrastructure sur tout le cycle de vie. Au contraire, ça dépasse, c'est au-dessus des outils. Régulièrement, on a eu des échanges avec les différents éditeurs de logiciels, et que selon le rôle qu'on joue, vous savez, si vous êtes un maître d'ouvrage, ça veut dire que vous êtes amené à travailler avec plusieurs maîtres d'œuvre, et selon les pays, par exemple, si je prends la loi MOP en France, vous n'avez pas le droit d'exiger un logiciel natif, donc la maîtrise d'œuvre, elle peut travailler aussi bien avec Revit qu'avec Archicad, qu'avec Vectorworks, qu'avec Allplan. En revanche, il faut que ce que je récupère moi en tant que maître d'œuvre, je puisse l'exploiter. C'est pour ça il y a le format natif qui peut donner le flanc aux éditeurs, mais surtout c'est le format IFC qui me garantit moi l'utilisation de ma maquette ou de ma base de données de mon actif, quel que soit ce qui est mal. Après, le véritable enjeu et la véritable stratégie, elle est à mener au niveau des standards IFC et comment les uns et les autres appréhendent cet IFC. Mais l'outil en soi n'est pas, il est important, l'outil de modélisation, l'outil de détection de clash, l'outil d'échange. Notre autonomie, notre indépendance, elle est au niveau de la conception. Encore une fois, selon le rôle que nous jouons, que nous soyons maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, bureau de contrôle ou entreprise de réalisation, nous ne sommes pas soumis aux mêmes impératifs, mais il est important que nous puissions travailler tout le temps avec tout le monde au-delà des enjeux d'éditeurs de logiciels. Et j'irai plus Bien loin. sûr, je pense justement que vous rejoignez plus ou moins sur l'idée de se mettre au-delà des éditeurs de logiciels. Je pense que c'est une thématique qui pourrait faire l'objet d'un panel tout entier. Et pour rester sur la ligne que nous avions, enfin, ce que nous avions entamé tout à l'heure, nous allons très vite passer à Monsieur Nabil, qui pourrait nous éclairer plus ou moins sur les risques qu'encourent les pays africains à utiliser les outils de collaboration émis par d'autres pays, parce que quand on parle d'échange, on parle aussi naturellement de stockage de données, de protection justement de cette donnée qui est stockée. Et quand on sait aujourd'hui que la plupart des éditeurs de logiciels, enfin les données collectées par ces outils de collaboration sont stockées sur des serveurs qui sont hors Afrique, est-ce qu'on devrait aujourd'hui demander à chaque pays africain qui souhaiterait se mettre au BIM de créer ses propres outils de collaboration? C'est une très bonne question. C'est une question un petit peu sémantique aussi, mais d'ordre sécuritaire. Enfin, il y a pas mal de mythes aussi qui tournent autour de cette question. Alors, elle est divisée en plusieurs questions. Alors, stocker les données dans son propre pays, bien sûr, ça c'est un avantage, même à l'échelle d'une entreprise, bien sûr, quand on peut stocker soi-même ses données et utiliser des systèmes intelligents qui s'adaptent à ces données, c'est encore mieux. Moi, personnellement, je promouvois cela. Si
une entreprise a la capacité de développer un système qui s'imbrique justement avec des solutions de design actuelles, et c'est des choses qu'on voit de plus en plus. Franchement, je suis vraiment pour cela parce que ça développe de la compétence et ça explore de nouveaux workflows et ça, comment dire, ça démocratise le BIM d'une certaine manière. Et ça ouvre la porte aussi à d'autres. Maintenant, ce qu'on voit aussi, c'est des solutions hybrides, parfois, qui utilisent des stockages locaux et aussi des stockages sur le cloud, entre guillemets. Donc, c'est des montages qui se font de plus en plus pour des raisons sécuritaires ou pour d'autres raisons, ou des raisons d'archivage ou autres. Et cela aussi, ça dépend pas mal des capacités techniques de chaque entreprise et chaque pays, bien sûr. Mais quand on voit tout le processus à franchir lorsqu'on engage une transformation digitale au niveau du BIM, quand on atteint des niveaux de BIM qui sont assez importants, quand on va vers des workflows plutôt avancés, on se dit qu'on a bien sûr les compétences de pouvoir créer son propre écosystème de données et pourquoi pas. Donc oui, à ce niveau-là, si une entité, une entreprise a la capacité de créer son propre entre guillemets cloud, je suis bien sûr, je ne dirais pas non, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça a un coût énorme, ça a une implication qui dépasse l'implication du BIM, on va dire. Et voilà, donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger en termes d'effort et d'investissement. Donc c'est pour cela que, entre guillemets, je reviens encore aux solutions Autodesk, je suis désolé pour cela, mais là, si vous prenez la solution, la plateforme collaborative BIM 360, elle est montée sur Forge qui est un open source, et donc on peut bien sûr venir customiser, personnaliser, se connecter à la plateforme d'une certaine manière. Et ça donne aussi des idées à d'autres qui veulent créer eux-mêmes leur propre plateforme. Dabia, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter Oui. très rapidement? Je pense que ce qui est important, c'est la sécurisation et l'intégrité des données. Et même si on est en Afrique, je veux dire qu'en Afrique, on a des secteurs stratégiques, il y a de l'énergie, il y a de la défense. Et donc là, vous avez deux types de solutions, celle du cloud et celle en local, en intranet. Et là, pour aller au-delà d'Autodesk, vous avez des solutions qui existent dans les deux versions. Hein. Si on prend par exemple Mesoteam de Prosys, vous avez les deux versions, c'est pas le même coût, c'est pas le même engagement. Et après, ça peut être adapté localement, soit à une institution, soit à une organisation. Mais le plus important, c'est que c'est dans l'esprit de développement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le BIM n'est qu'une petite brique dans une stratégie de transformation numérique. Et si on revient à l'échelle d'une organisation, que ce soit le ministère de la Défense, que ce soit un ministère de l'Habitat de la ville ou un major de la construction, ce qui est important, c'est que représente le BIM dans son système d'information. Et quand on raisonne en système d'information, on va plus loin, on raisonne en urbanisation du système d'information. Parce qu'à un moment donné, le plus important pour une organisation, c'est que même si aujourd'hui j'utilise BIM 360, demain je voudrais utiliser BIM synchrone ou inversement. Et si demain je dois changer une brique de mon système d'information, ce n'est pas mon système d'information qui est remis en question. Vous parlez de créer une plateforme pour chaque pays africain ou au niveau de l'Afrique. Oui, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, il faudrait avoir l'intelligence et la capacité de faire du benchmarking, de voir ce qui existe, ce qui peut nous être utile, avec l'idée d'indépendance et d'autonomie dont parlait Kamel, parce que vous savez, on ne va pas réinventer le fil à couper le beurre. Par contre, c'est à nous de définir nos axes stratégiques et ce qui est, comment dire, ce qui n'a pas de prix, et en l'occurrence la sécurité de nos données. Et donc, il y a des choses sur lesquelles il faut être vigilant et faire de la veille technologique. C'est ce qui fait que tous les maîtres d'ouvrage se font assister. Aujourd'hui, quand on parle d'assistance à maîtrise d'ouvrage, il y a de l'assistance technique, de l'assistance économique et de plus en plus, il y a de l'assistance BIM. Et la sécurité et l'intégrité des données est le fer de lance et le nerf de guerre. Hein. Voilà. J'aimerais également
évoquer un autre point qui est redouté par les acteurs du domaine de la construction, justement. Il s'agit, en plus de la sécurisation des données, de l'articulation des responsabilités entre les différents acteurs et éventuellement les répercussions de ces responsabilités en matière d'assurance construction. Kamal, pensez-vous que ces inquiétudes des acteurs du domaine de l'industrie de l'AEC soient fondées? Alors, bon, il faut juste relever que l'une des conséquences de l'intégration d'un processus BIM devrait être la baisse de la sinistralité, parce que finalement, on va travailler de façon collaborative, on va anticiper un certain nombre de problématiques qui devaient se poser en temps normal pour pouvoir anticiper ça. Moi, je parle de ça de façon assez théorique parce que j'avoue, je n'ai pas encore vécu un cycle global d'un projet BIM, de sa conception jusqu'à sa destruction pour pouvoir apporter un retour d'expérience. Et bien sûr, donc, à partir de là, la fonction de BIM manager va générer un nouveau champ de responsabilité. Ainsi, donc, ce BIM manager, il va voir sa responsabilité civile engagée vis-à-vis des tiers en cas de perte de données ou de diffusion de données confidentielles. Donc, parce que c'est à lui que va relever cette fonction et cette responsabilité-là. Donc, à partir de là, une assurance spéciale projet BIM doit être réfléchie et va être vraiment souhaitable à mettre en œuvre. Celle-ci, elle couvrira finalement l'ensemble des contributeurs pour les risques qui vont être liés à l'utilisation de la maquette. Et donc, il est important d'aborder ce sujet au démarrage d'un projet pour pouvoir baliser un petit peu l'avenir et le fonctionnement a posteriori. D'accord. Et donc, c'est aux acteurs justement du projet qui, en amont, doivent définir les responsabilités, plus ou moins, à attribuer aux différents intervenants en cas de sinistre. Même si, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas normé par le BIM, on va dire. En fait, il y a plusieurs choses parce que en fait, quand il y a un sinistre, on essaie toujours de savoir qui est responsable. Où a eu lieu la défaillance et qui en est responsable. Et là, en amont, on peut revenir à la fameuse matrice RACI. Donc, quand vous avez de la donnée et de l'information, vous avez toujours un responsable, vous avez toujours quelqu'un qui doit rendre des comptes, vous avez toujours quelqu'un qui donne son avis consultatif, quelqu'un qui peut être support et quelqu'un qui est informé. Donc, en fait, en cas de sinistre, on va se dire qui est responsable. Après, il y a deux choses. Ça dépend dans quel pays nous sommes. Si vous prenez un pays comme la France où il y a la responsabilité décennale, et je suppose qu'elle doit exister dans plusieurs pays, c'est qu'à un moment donné, vous avez le maître d'œuvre qui est responsable du projet pénalement pendant 10 ans. Si on revient au BIM manager, est-ce que c'était le chef de projet et le BIM manager? Est-ce que c'était juste le BIM manager? Donc, c'est au niveau, sa responsabilité, elle n'est engagée qu'au niveau de la maquette numérique. Et là, j'ai eu l'occasion d'échanger avec une juriste dans le cadre du master BIM de l'école des ponts et chaussées. À un moment donné, même s'il est clairement établi que le BIM manager n'est pas responsable au même titre que le chef de projet, donc il n'y a pas de responsabilité décennale qui est impliquée et engagée, il y a quand même une question basique, c'est que dans le cadre d'un appel d'offres ou d'une consultation, vous avez un cahier des charges qui est émis. Et pour répondre à ce cahier des charges, on rédige, la maîtrise d'œuvre revient avec une convention. Et dans la convention, en général, c'est le BIM manager qui est engagé. Donc, à un moment donné, il y a cette confusion, ce vide juridique qui est à la fois existant aussi bien au niveau des responsabilités qu'au niveau de la propriété intellectuelle, parce qu'à un moment donné, l'un ne va pas sans l'autre. Donc, en fait, plus les choses sont clarifiées, mieux c'est, mais en réalité, il y a toujours ce doute. La question des assurances, elle est tout autre. Il y a eu quelques années, il y a un constat qui a été fait sur le territoire national où on a remarqué qu'il y avait beaucoup de chutes de balcons.
Hein, il y a même eu des décès, il y a eu des jugements. Donc, à un moment donné, sur un chantier, qui est responsable du fait que 5 ou 10 ans après, vous avez le balcon qui s'écoule? Eh bien, des enquêtes ont été menées, des assureurs ont creusé la question et il s'est avéré que c'est pendant la construction que vous avez comment dire, les ouvriers, les manœuvres sur chantier qui ont tendance à piétiner, si vous voulez, les barres de fer et autres pendant que les porte-à-faux sont réalisés, les porte-à-faux de balcon. Donc, ce qui fait que les assureurs, à ce moment-là, après enquête et après consolidation de plusieurs sources d'informations, ont établi que c'est bien l'entreprise de réalisation qui, à ce niveau-là, doit être plus vigilante au niveau des protocoles de vigilance pour la réalisation. Donc, les assureurs ont effectivement tout intérêt à établir des chaînes de responsabilité, ce qui leur permet de flécher, si vous voulez, les responsabilités lors des sinistres. Donc aujourd'hui, si vous voulez, par rapport à cette chute de balcon, on est bien conscient que ce n'est ni la maîtrise d'œuvre, ni la maîtrise d'ouvrage qui est impliquée directement, mais plutôt les entreprises de réalisation et leurs sous-traitants. Donc en cas de sinistre, celui qui est à pointer, c'est plutôt celui-là. Et je pense que ce cas-là, il peut être extrapolé à plusieurs sinistres qui peuvent être identifiés. Mais on gagne en maturité, on gagne en procédure. Alors, face à tous ces points, on va dire, d'attention à prendre en compte dans la mise en place, dans l'élaboration de l'environnement collaboratif pour le BIM, on pourrait se demander, pour un environnement de débutant en BIM, comment mettre efficacement en place un processus collaboratif. Nabil, est-ce que vous pourriez nous dire, selon vous, quelle est la méthode plus ou moins efficace pour mettre en place un processus collaboratif dans un environnement de débutant en BIM? Alors, mettre en place un processus collaboratif pour des débutants dans le BIM, donc admettons qu'ils ont déjà des connaissances dans tout ce qui est conception, ingénierie, qui travaillent d'une manière traditionnelle. Il y a certains prérequis qui font partie de l'humain aussi, c'est-à-dire ne pas avoir peur du changement. Donc, mettre en place un processus d'implémentation du BIM n'aura pas lieu sans les personnes impliquées. Donc, on va pas, le BIM étant un process en lui-même, il faut que les personnes y adhèrent d'abord et comprennent les bénéfices et le potentiel du BIM afin qu'ils puissent l'adopter d'une manière plus efficace. Ensuite, il y a pas mal de choses à prendre en compte, bien sûr. La formation. La formation, c'est très important. Avoir la possibilité d'être formé au BIM, aux outils, à la philosophie du BIM, c'est aussi un élément très important, même si on voit certains qui s'auto-forment sur le BIM et qui d'une manière naturelle, font le pas vers le BIM. Mais ce qu'on voit dans la plupart des cas, c'est vraiment un investissement dans la formation qui permet d'accéder à des niveaux de BIM très rapidement. Ensuite, bien sûr, c'est les outils, utiliser les bons outils, partager les informations et bien sûr échanger sur le fait que ce processus prend du temps, parce qu'en fait, une transformation BIM ne ressemble jamais à une autre, d'une entreprise à une autre. Cela dépend des personnes qui sont impliquées, cela dépend du métier en lui-même, des intervenants, du scope, c'est-à-dire le scope d'une entreprise, que ce soit un EPC ou une entreprise dans la construction civile ou autre. Tout peut être différent et chaque scénario est unique. En revanche, je retiens donc qu'il faut sensibiliser déjà les acteurs de cette transition vers le BIM. Il faut les sensibiliser au partage. Il faut également les impliquer dans, je dirais, tous les dispositifs qui seront mis en œuvre, mais aussi adapter ce processus de transition à l'organisation interne de l'entreprise. Dabia, est-ce que
une minute, rapidement, vous pourriez y ajouter quelque chose? Oui, c'est juste, effectivement, il y a deux choses qu'il faut se distinguer. Il y a s'embarquer sur un projet pilote avec le processus BIM, donc une première expérimentation, un projet pilote, ou alors décider ou décréter au niveau du top management de déployer le BIM. En tout état de cause, pour résumer ce qu'a dit Nabil, je dirais que la chose la plus importante, c'est que le BIM émane du top management de l'organisation. Et en général, ça vient suite à de la maturation. Donc, il y a eu de l'information, des séminaires de sensibilisation ou des expériences des autres entités qui ont été encourageantes. Ensuite, il y a de l'évaluation. Donc, il y a de l'audit par rapport… Personne ne voudra partir d'une table rase. Donc, quelle que soit l'organisation, on évalue ce qu'on fait aujourd'hui. Ensuite, il y a la brique de la formation des ressources, mais c'est de la formation standard. Elle peut être au niveau des outils. Ensuite, il y a des formations thématiques en fonction des problématiques, parce que construire un hôpital ou rénover un bâtiment classé, ce n'est pas la même problématique, ou réaliser des logements sociaux, ce n'est pas la problématique. Et ensuite, s'engager dans un ou deux ou même trois opérations pilotes, évaluer ces opérations pilotes et faire un retour d'expérience, le capitaliser pour redémarrer une autre boucle. Aujourd'hui, ce qu'il faut dire aux personnes, c'est que à partir du moment où on veut améliorer nos processus de production, le BIM est incontournable. Après, on peut faire du BIM en conception, on peut faire du BIM en exé, on peut faire du BIM en exploitation maintenance. Donc, le tout est de savoir vers où je veux aller et à quel rythme et à quelle vitesse je peux le faire. Ok. Kamal, compte tenu de l'avancée très rapide du BIM et aujourd'hui on va dire, de l'impact que cette technologie a dans l'industrie de l'AEC et de tous ces avantages qui ne sont plus tellement à prouver, est-ce que vous pourriez nous dire, selon vous, quel impact pourrait avoir la transition vers le BIM sur les mécanismes traditionnels de passation ou de gestion des marchés publics et privés dans les pays africains précisément et au-delà de l'Afrique? Alors, je souhaiterais simplement revenir rapidement, même si je sais que je n'ai pas trop le droit, sur ce qui a été dit. Simplement, pour compléter ce qu'a dit Nabil et Derbia, c'est qu'un retour d'expérience au Maroc, il ne faut pas que le BIM ou les projets BIM deviennent un projet de riche. Parce que on va et ça c'est un conseil, une vision pour toute l'Afrique. Il ne faut pas que les projets de BIM soient réservés à des projets spécifiques donnés pour des banques, des assurances ou un certain nombre de projets. Si on y croit, il faut que le projet BIM, demain je veux construire une villa, une simple villa, il faut qu'on soit dans cet état d'esprit collaboratif. Ça, d'abord, ça va se faire par de la pédagogie en apportant, parce que en général, les donneurs d'ordre, qu'est-ce qu'ils vont se poser? Ça va me coûter combien? Alors que ce n'est pas ce que ça va me coûter combien, c'est que ça va m'économiser, ça va me rapporter combien? C'est la bonne question à poser. Deuxièmement, il y a un point de vue réglementaire et législatif important à mettre en place pour que ça soit une exigence. Alors là, on va voir un petit peu les expériences des différents pays à l'échelle mondiale. On a vu des pays qui l'ont mis en termes d'exigence et là, ils ont emboîté le pas rapidement, et des pays comme la France qui l'ont mis pour une certaine catégorie à partir d'une certaine année où finalement on a traîné un peu le pas. Et nous, malheureusement, on le voit même chez nous au Maroc, on est en train de traîner le pas parce que finalement, on va aller en ordre de bataille, en ordre dispersé à la bataille, et ensuite on va réserver ce genre de projet à une catégorie de projets où finalement il n'y aura qu'une certaine élite qui va pouvoir s'inscrire dans ces processus BIM. Et là, c'est là où pour moi, il faut que le BIM soit un processus démocratisé et non pas simplement un processus élitiste pour certains projets. Oui, mais il y a un parcours de maturité, il y a un parcours de maturité et de maturation qui doit être atteint. Même si vous prenez les différents pays européens, vous avez l'Allemagne qui impose le BIM pour les infrastructures, vous avez la Tchéquie qui impose le BIM pour tout, la France, sous le coup de la directive européenne de 2014, n'impose pas, mais dit qu'il
faut du BIM à partir d'un certain ratio surfacique. Et pour revenir à l'Afrique et pour que le BIM ne soit pas un BIM de riches, je dirais qu'effectivement, il faut jouer sur la corde du gain et de l'économie. Mais ce n'est pas une question de riches ou de pauvres, c'est une question d'économie, effectivement. Je vous donne un exemple tout simple. Une évaluation a été faite par des En maîtres. une minute, rapidement, Davia, s'il vous Quand plaît. on utilise le BIM et la maquette numérique dans des opérations de rénovation et de réhabilitation, le fait d'encourager l'interopérabilité sous le coude du scan et du BIM, un maître d'ouvrage, il a un gain de 2,3 € par mètre carré. C'est-à-dire que, pour revenir à ce que disait Kamel, c'est-à-dire rien qu'en utilisant le processus BIM dans une opération de rénovation, on fait un gain de 2,3 € par mètre carré. Ça a l'air de rien, mais vous savez, c'est les petites sources qui font les grandes rivières. Et quand on parle d'économie d'échelle, vous avez des institutions qui gèrent pas moins d'1 million, voire 2 millions de mètres carrés. Vous multipliez ça par 2,3 € et vous avez tout de suite le montant de l'économie qui est faite avec une standardisation basique. Maintenant, pour revenir à l'Afrique, de toute façon, nous sommes obligés de prendre le train en marche et nous sommes obligés effectivement d'utiliser ce qui se fait ailleurs tout en réfléchissant à notre autonomie, à notre indépendance d'esprit. L'indépendance d'esprit, elle est plus importante que l'indépendance des outils. Voilà. Nous aimerions poursuivre, mais nous sommes au terme du temps qui nous a été imparti, malheureusement. Nous aurons l'occasion, à travers d'autres panels, à travers d'autres séances d'échange, de pouvoir aller plus en détail sur certaines notions et certains concepts qui ont été développés au cours de ce panel. Nous vous remercions pour votre disponibilité et pour votre contribution à cet événement. Merci. Et voilà, nous vous souhaitons une bonne fin de semaine et un bon début pour la semaine prochaine. Et nous invitons justement tous les acteurs du domaine de l'industrie de l'AEC qui n'auraient pas encore été sensibilisés à la question du BIM, qu'à travers ce panel, ils pourront manifester un intérêt un peu plus grand et nous rejoindre justement dans ce processus qui a pour objectif de promouvoir le BIM en Afrique, le BIM dans chacun des pays africains, parce que nous en sommes tous convaincus, le BIM est en partie le futur de cette industrie. Alors, il faut s'y mettre maintenant. Nous sommes peut-être en retard, mais il n'est pas trop tard. On peut bénéficier de l'expérience de plusieurs pays qui nous environnent et pouvoir très rapidement arriver à un certain niveau de maturité que les autres ont aujourd'hui et peut-être les prendre en marche, comme on le dit. À nous d'être les ambassadeurs de ce transfert technologique. Effectivement, et nous vous invitons à nous rejoindre justement dans cette aventure qui, j'en suis sûre, nous permettra de rehausser l'image de l'industrie de l'AEC en Afrique. Je vous remercie et au revoir, à très bientôt pour une autre session. Merci. Ciao. Au revoir. Au revoir.